Salut à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est de retour en interview. Après la légende Claude Puel, après la légende Tracy Rodrigo, on a une autre légende du football français, à savoir Monsieur Florent Torchu. Comment ça va? Salut Charel, un plaisir d'être avec toi. C'est gentil. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette interview-là parce que les gens ne te connaissent pas assez. À mon goût, encore une fois, on est face à une personne magique. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu pour que tu nous dises un petit peu ton parcours, qui tu es et qui tu es pour les fans du Barça parce que voilà, on est sur une chaîne de YouTube où on parle du Barça, donc je te laisse te présenter. Alors moi, je suis né à La Rochelle, j'ai grandi à Saint-Malo et puis je suis pas passé par la case Paris. Ouais. J'étais très fan de l'Argentine, comme tu sais, et après avoir fait mes études à Rennes, je suis parti directement en Argentine en 2009, où j'ai travaillé comme correspondant de France Foot et de l'équipe. Et puis j'ai eu la chance que Léo explose vraiment, Léo Messi explose à ce moment-là. Et ça m'a accompagné depuis le début de ma carrière. 2009, premier ballon d'or de Messi. Donc du coup, pour moi, premier voyage à Rosario, où j'ai rencontré Jorge, le papa. Donc tu es la personne qui a donné le premier ballon d'or de Messi à Messi en personne? Non, je ne lui ai pas donné parce qu'en fait, en réalité, du coup, moi j'étais basé à Buenos Aires. Ouais. Et voilà, j'allais souvent à Rosario ou à Cordoba, par exemple, pour suivre la carrière de Javier Pastore ou d'autres Argentins qui arrivaient en France. Mais à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, le ballon d'or est remis quelques jours avant la cérémonie, en privé, aux joueurs, aux gagnants, et ça se fait directement dans la ville du joueur. Donc en l'occurrence à l'époque à Barcelone. Ouais. Il y a une délégation qui voyageait. Donc de 2009 à 2012, il a gagné 4 ballons d'or d'affilée. Ouais. 2015 de nouveau. Moi j'étais toujours en Argentine à cette époque-là. Donc ces 5 premiers ballons d'or, moi je les ai vécus en Argentine, à faire des reportages, des sujets autour de lui. Alors au bout d'un moment ça commençait à être difficile de revenir à chaque fois à Rosario, de retrouver de nouvelles personnes et de nouvelles idées. D'accord. Donc sur ces 7 ans que j'ai passé en Argentine comme correspondant, j'ai fait 5 reportages à Rosario, 5 longs reportages. Et ensuite, quand je suis arrivé en 2016, j'espérais, quand je suis arrivé à Barcelone en Europe pour continuer à travailler pour l'équipe et France Football, ouais. J'espérais qu'il puisse en gagner un autre. Il était en train de passer la trentaine, donc on se demandait si ça allait encore arriver. Et j'ai eu la chance en 2019 de faire partie de la délégation qui lui a remis, puisqu'il y avait évidemment Pascal Ferré, qui était rédacteur en chef de France Football, directeur de France Football, qui lui a remis le ballon d'or. J'ai pu assister à cette remise et faire l'interview suite à donc là, t'es parti chez lui à Castelldefels. Voilà, chez lui à Castelldefels. Et ensuite, de nouveau, en 2021 pour son 7e et dernier ballon d'or. Ouais. Et entre les deux, la première longue interview, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, parce qu'il avait fait des petites tâches interviews sur ta présentation, mais j'ai fait une interview au camp des loges, au camp Redou, maintenant on appelle ça. D'accord. En septembre 2021. D'accord. Juste 2 ou 3 mois avant son dernier ballon d'or. Donc je l'ai fait 3 fois en tête à tête. Et comment ça se passe, genre quand tu arrives chez lui, quand vous arrivez chez lui dans son appartement, sa maison gigantesque, j'imagine. Quand vous arrivez chez lui, comment ça se passe? Nous, on ne sait pas tout. Genre. Alors, ce qui était marrant, c'est que moi j'avais eu des échos quand mes prédécesseurs avaient été donné un ballon d'or à Cristiano, et que voilà, il y avait tout le fast, les poignets, des fois, je ne sais plus si j'avais lu ça en or ou en diamant. Ah ouais. Voilà, très très bling bling. Ouais. Et avec beaucoup de personnel aussi qui est là présent. Ouais. Et voilà, avant d'arriver à Cristiano, il fallait d'abord passer plusieurs barrières entre guillemets. Ouais. Et là, quand on arrive chez Messi, ce qui était rigolo, c'est que tout de suite, il y a eu évidemment quelqu'un quand même qui était là pour s'occuper de la sécurité, qui nous a ouvert la porte du garage. Ouais. Mais tout de suite, c'est Messi qui est arrivé dans les 10 secondes. Et qui nous a accueillis, qui nous serrait la main, qui était très souriant, qui nous a souhaité la bienvenue, et qui nous a proposé à boire, des trucs à grignoter, etc. Donc c'était très cool, très normal, quoi. Ok, super accessible en gros. Ouais. Ah, c'est marrant ça, parce que nous on s'imagine un truc forcément barricadé avec des vigiles partout, etc. Et finalement... Non, il y avait qu'un seul mec, et puis lui il était là très cool. Et pareil, quand on l'a refait, quand on est retourné lui donner son 7e ballon d'or, le dernier encore aujourd'hui. On est arrivé, donc là c'était pour le coup à Neuilly, ouais. Avec une porte qui donne directement sur la rue, et on a eu quelqu'un effectivement qui a
contrôler que ce soit bien les bonnes personnes, etc. Mais tout de suite, Léo est venu nous accueillir dans le hall d'entrée. Et voilà, sympa, naturel, quoi. Donc, normalement, le 8e, et si tout va bien, c'est toi qui lui offres aussi. Hein. On verra. On verra. On ne peut pas trop en dire, mais ouais, on verra. Si c'est le cas, ouais, après, j'espère. Alors nous, on s'est connus il y a 1 an de ça à peu près, hein, quand tu avais sorti ce livre sur Messi d'ailleurs, Le Roi Léo. On a plusieurs points communs, c'est évidemment l'amour pour le football argentin, d'accord. Tu as interviewé pas mal de joueurs que je kiffe énormément, genre Crespo, Batistuta, Trezeguet. Tu as fait une biographie sur Trezeguet que j'ai vraiment kiffé aussi. Et du coup, tu as vécu la Coupe du Monde en Argentine. Tu as vécu 1 mois là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé la Coupe du Monde et la ferveur? Tu es resté jusqu'à même après la fête, c'est ça, hein? Ouais. Ben, en fait, j'avais l'idée de... J'avais vécu une seule Coupe du Monde en Argentine parce que je suis arrivé en 2009, j'avais fait celle de 2010. Bon, c'était un peu spécial. Il faut rappeler que les Coupes du Monde en Argentine, normalement, pour eux, c'est l'hiver. Ouais, c'est juin, juillet, c'est plein hiver. Donc j'avais vu quelques matchs et voilà, on était en manteau, on regardait des matchs sur des places, il y avait des écrans géants et tout. Mais bon, là, ça avait été en plus la déconvenue face à l'Allemagne, 4-0 en finale. Maradona ensuite qui avait été obligé de quitter son poste, etc. 2014, j'étais au Brésil, j'avais suivi la Coupe du Monde au Brésil jusqu'à la finale, j'ai vu quasiment tous les matchs de l'Argentine. Ah, t'étais au Brésil? Ouais. C'était la folie, ça. J'étais parti faire quelques sujets pour différents médias, parce que voilà, l'équipe avait ses envoyés. Elle était lourde aussi, celle-là. À ce qui paraît, c'était la Coupe du Monde, elle n'a pas manqué, genre, sur place. C'était super. Moi, je voulais absolument y aller, parce qu'une Coupe du Monde en Amérique du Sud, qui plus est au Brésil, voilà, qui est le pays du football, c'était incontournable. J'ai vécu un mois incroyable de fête et voilà jusqu'à ce que Götze jusqu'à la 100 je sais plus combien 114e minute que Götze gâche la fête. Ça a été une Coupe du Monde extraordinaire. Après voilà un peu triste de ne pas avoir vu au stade Messi soulever le trophée. Et après t'étais au stade? Ouais, j'étais au stade, j'étais au Maracanã. J'étais au Maracanã, j'ai suivi quasiment tous les matchs de l'Argentine. J'étais au 8e, j'ai pas fait le quart, j'ai fait la demi et la finale. D'accord. Et c'était fabuleux d'être là, de voir Messi. Moi, je pensais qu'il allait aller au bout, que j'allais vivre vraiment sur cette consécration. Et finalement, voilà, ça s'est pas fait. 2018, j'ai pas voulu aller en Russie, voilà, pour plein de raisons, un peu politiques notamment. Donc voilà. D'accord. Et Qatar, un peu pour des raisons aussi un peu déontologiques, j'avais pas envie d'y aller. Puis ça me plaisait pas plus que ça. Et je me suis dit, ça va être bizarre de vivre la Coupe du Monde là-bas. Et du coup, je me suis dit, quel meilleur pays pour voir une Coupe du Monde? Et voilà, peut-être le dernier mondial de Messi. Bah ouais, logique. Je me suis dit, je vais aller en Argentine. J'ai proposé ça à quelques médias. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? La Coupe du Monde, le Qatar, ça n'a aucun sens. Voilà. D'accord. Ils ne comprenaient pas trop. Et en fait, l'histoire m'a donné raison. Le temps m'a donné raison, c'est la phrase de Bielsa. Et du coup, en fait, le mardi de la demi-finale de l'Argentine, puis le mercredi quand la France se qualifie, ces jours-là, puis les jours qui ont suivi jusqu'au dimanche de la finale, j'ai eu des coups de fil de tout le monde, beaucoup de médias français, argentins, du monde entier, parce que c'est vrai que je suis toujours identifié comme le Français qui a vécu en Argentine, mais qui maintenant vit à Barcelone. Donc voilà, ma route a croisé plusieurs fois celle de Messi. D'accord. Donc voilà, j'étais dans plein d'émissions de télé, de radio, ils ont fait des articles sur moi en Argentine, le français fou de la vie céleste, etc. Donc c'était rigolo. Et la fête? Incroyable. Bon, déjà tout le mondial, j'ai kiffé. J'ai failli faire plusieurs infarctus lors du match contre les Pays-Bas. J'ai des petites vidéos, ma copine m'a filmé, j'étais pas bien. À la finale. Et la finale, la Croatie c'était bizarre parce que déjà, avant de parler de la finale, on a été voir le match et ça s'est passé genre normalement, quoi, comme voilà, on n'a pas vu passer le match et c'était presque facile. Enfin, en tout cas, ça a donné cette impression-là, avec le débordement de Messi là, avec ce but de Julián Álvarez. Voilà, c'était bizarre. On est sorti dans les rues, on a fêté, mais les gens n'y croyaient pas trop. C'était presque trop facile. Et la finale, on pensait que c'était pareil, 2-0 jusqu'à la 80e minute et tout ça. Je me souviens qu'il y a eu un plan, moi je l'ai vu ils avaient installé une grosse fan zone dans les parcs de Palermo à Buenos Aires. Et je me souviens de la 78e minute, il y a un plan sur Kempes, et petit clin d'œil à la Coupe du Monde 78. Et juste après, ils reviennent au match, le but du 2-1, puis après le 2-2, etc. Et là on se regarde avec les gens, et en fait, on a tous eu... L'ambiance à ce moment-là, c'était En fait, il faisait très chaud. C'était milieu de journée.
On n'avait pas mangé parce qu'on s'est dit on mangera après. Ouais. Et bon, après il y a la prolongation et tout qui arrivait. Et j'étais avec une très très bonne copine à moi. On s'est séparés en fait. Les matchs d'avant, on les avait vus ensemble, un groupe de Français argentins. Et là, on a fait vraiment les Argentins d'un côté et les Français de l'autre. Ouais. Et moi, j'étais avec une copine parce que voilà, les autres avaient un peu des superstitions. Ils retournaient, ils le voyaient chez eux et tout. Ouais. On n'était que 2 finalement. Et avec des milliers d'Argentins, on était 5000 personnes. Et quand il y a eu le 2-2, on a vraiment tous les deux eu, on s'est tenus comme ça. On était on avait un peu la tête qui tournait. Ouais. Par le scénario, la chaleur, le fait de ne pas avoir mangé et tout, c'était... Et les gens dans les rues, parce qu'on c'est pas possible, ils vont pas encore perdre, quoi. Parce que moi j'ai vécu, je suis fan de l'Argentine depuis, on va dire, 93-94, donc 93 c'est leur dernière Copa América, leur dernier titre. D'accord. 94, la Coupe du Monde, c'est une des premières dont je me souviens. Et après j'ai vécu toutes les finales perdues, celle de la Copa América 2007, de 2015, 2016, où était Messi à chaque fois. Et puis évidemment le mondial 2014, ce que je disais, où j'étais sur place. Et à chaque fois se dire, comme disait Messi, non mais c'est pas pour nous, le titre il est pas pour nous. Tu sais que moi je me disais, je préfère que l'Argentine perde 4-0, 5-0 sur un score net, plutôt que d'avoir mené 2-0, voire après 3-2 encore une fois. Et si on m'avait retiré cette espèce de bonheur là, après avoir vraiment tutoyé la Coupe du Monde à 2-0, j'aurais préféré vraiment limite que l'Argentine se fasse éclater 4-0 plutôt que de vivre ça. Ouais, non mais c'était hyper dur parce que après avoir, je pense, j'ai pas vu toutes les finales de Coupe du Monde évidemment, il y a celle de le Brésil-Italie mythique de 70, il y a eu d'autres finales très très belles, mais de gagner 2-0 de cette manière-là, avec McAllister, Enzo Fernandez, De Paul, évidemment Messi, tout ça, Di Maria, qui font un récital et qui promènent vraiment, pour en parler avec des Français aussi qui étaient pour la France et qui disent que c'était extraordinaire comment jouait l'Argentine, etc. Et de se faire remonter avec ce style à la Didier Deschamps, très pragmatique, et de peut-être gâcher le rêve et tout. Je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas encore perdre ce match-là. Ils sont maudits. Déjà, voilà, par exemple, les joueurs de la génération Mascherano qui est vu comme un grand joueur et tout ça, mais il a quand même cette étiquette qui lui colle à la peau. Là, il s'est pas qualifié les moins de 20 ans finalement. Bon, ils ont été repêchés parce qu'ils organisent. De loser, mais voilà, il y a cette image de loser, de poissard. Ça faisait mal pour sa génération. Pour Di Maria aussi, qui était souvent blessé, qui se claquait souvent avant ou pendant les finales. Et voilà, et je me suis dit, c'est pas possible. Et dans les rues à ce moment-là, comment ça se passe à 2-0, le calme? Mais c'était une énorme douche froide, des têtes dégueules d'enterrement autour de moi. Parce que je sais pas si t'as vu, il y avait des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où on voit un mec qui est en vélo et qui passe dans la rue, je crois, dans une grande avenue de Buenos Aires. Et en gros, il passe au moment où Montiel marque son tir au but. Il passe et tout, donc ça passe du silence total à une espèce de furie pas possible. Ça, c'était dans Corrientes, qui est une des plus grandes rues, où il y a tous les théâtres et tout ça qui est connu. Et c'était ça, c'est que du coup après, le 3-2, on s'est remis à croire que ça allait, c'était bon, on voit Di Maria qui pleure, qui va embrasser Messi. 3-3. Et le 3-3 est vraiment chaque fois. Mais je t'assure, à 3-3, je me disais, mais je préfère largement que si jamais l'Argentine perd ensuite en tir au but, j'aurais préféré que l'Argentine se fasse tartiner, mais 5-0, 6-0, la plus grande humiliation, plutôt que ça, là. Ça aurait été encore un gros traumatisme parce que tout le monde disait Messi, même qui gagne ou qui gagne pas, maintenant on l'aime, etc. Il a tout donné, etc. Mais ça aurait pas été pareil. Clairement, la ferveur, tout ce qu'il y a eu autour, et c'était fabuleux. Et lui, c'était la cerise sur le gâteau, ce qui lui manquait vraiment pour faire sa carrière. Enfin, j'ai écrit ce bouquin, mais c'est vrai que quand on lit son histoire avec ses problèmes hormonaux quand il était gamin, l'arrivée à Barcelone, au début il ne signe pas son contrat, sa licence, que c'est compliqué. Après, il a eu des hauts débats, l'histoire avec sa sélection qui a toujours été compliquée, de gagner Copa América, finalissima, et ça, l'histoire elle est super, quoi. Ça y est, on a le happy end. C'est possible dans la vraie vie aussi, c'est pas que dans les films. Les festivités du coup ensuite, comment c'était la folie? C'était incroyable. Moi, je te raconte mon expérience personnelle. Donc, du coup, avec cette copine, après, j'ai eu des coups de fil et tout. Donc, j'ai fait quelques directs et tout ça. Et après, on a pris le bus. On est monté dans le bus sans payer. Le bus était rempli à ras-bord. Tu sais, comme on voit des fois à la télé avec les portes ouvertes, les gens
qui sont sur le bord du bus accrochés, qui chantent, tu vois, pendant que le bus va à toute vitesse. Et en fait, on a pris le premier bus qu'on a trouvé qui allait vers le centre, parce qu'on était à Palermo, donc on est à 4-5 km du centre-ville. Ouais. Et on est descendu, et en fait, plus on arrivait, plus il y avait des hordes de gens partout, en ciel et blanc, avec des drapeaux, des chapeaux, Ça des casquettes, ce que tu veux, ça chantait. Des gens qui se garaient n'importe où, avec les trucs de Fernet Coca préparés, des boissons alcoolisées italiennes, voilà, mais des origines italiennes qui remontent. Et les gens arrivaient et se massaient vers le centre, et c'était une espèce de communion. Voilà, après on a pu vivre ça en France en 2018. Bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais moi j'étais là en 2018. Hein. J'étais aux Champs-Élysées. Bon, t'as vu ce qui s'est passé avec le bus déjà? Je sais pas si t'as entendu parler. Si. Bon, en plus on a été déçus avec ce qui s'est passé à la Concorde, à l'hôtel et tout. Mais en termes de ferveur, je pense que c'était différent. Non, et après voilà, on arrive à l'Obélisque, qui est donc le croisement de Corrientes justement et Noël et Julio, la plus grande avenue, la plus large avenue du monde, la plus longue comme ils disent. Et c'était fabuleux parce que la folie, les gens qui montent partout, qui s'accrochent aux lampadaires, qui sont sur les toits, qui font n'importe quoi, le grand délire, voilà. Après les gens qui commencent à être un peu alcoolisés et tout, c'était voilà, la communion totale. Enfin, 36 ans après Diego, de nouveau le sacre, et voilà, fabuleux, et Messi voilà, qui accède au Graal et qui rejoint un peu Maradona dans la légende, quoi. Ouais. Et du coup maintenant, tu es rentré du coup en Europe après ce long périple en Argentine. Comment qu'est-ce que tes activités actuelles, comment ça se passe? Est-ce que t'es redevenu un petit peu lié au Barça, à Messi? Comment se compose un petit peu ton quotidien récemment là? Bah alors pour l'instant encore pas très axé sur le Barça, je dois avouer, parce que c'est vrai que j'ai profité des retombées de la Coupe du Monde, déjà pour faire une interview de Dibu Martinez, d'Emiliano Martinez, qui a pas mal tourné, où il s'expliquait un peu sur certains gestes de provocation et tout. C'était un peu l'occasion pour lui de se justifier de certaines choses qu'il avait pu faire qui n'ont pas plu en France, et voilà, de découvrir un peu le personnage aussi. Et puis là, je viens de terminer un portrait de Enzo Fernandez qui va passer aussi dans France Football. Voilà, j'ai plusieurs idées. Je vais faire un portrait d'Alex Roca, tu as peut-être entendu parler, qui a terminé le marathon, qui est handicapé, handicapé. D'accord. Qui est une des premières personnes avec un tel handicap à terminer un marathon dans le monde. Ouais. Et puis voilà, on verra peut-être l'affaire Negreira, creuser, voir un petit peu, parce qu'il y a toujours l'actu, tout ce qui sort au début, on fait un peu le tri. Et on va voir si on peut sortir quelque chose peut-être avec Le Temps, le journal du Suisse Le Temps, avec qui je collabore régulièrement. Et voilà, après peut-être évidemment se concentrer sur le Barça. J'espère, je suis derrière un joueur du Barça et peut-être Xavi aussi, on va voir. D'accord. Si cet été ça se fait. Et voilà, quand même, rester collé à l'actu barcelonaise. Moi, je te mens pas, tu fais partie des 3 journalistes que je suis, dont je suis l'actualité pour savoir un petit peu où en est celle de Messi. Je pense que voilà, vous êtes 3 personnes, je trouve, Gaston Edou, Veronica Abronati et toi, qui êtes assez proche du clan Messi. Tu peux nous dire un petit peu où ça en est et pourquoi on a cette espèce d'impression que les infos se contredisent un petit peu, tu vois? C'est-à-dire que c'est un dossier compliqué. Je vois les gens sur Twitter qui réagissent des fois de manière un peu véhémente contre des actus, des choses qui peuvent sortir, que ce soit vis-à-vis de moi ou d'autres journalistes. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où tout doit aller vite et on a l'impression que tout est facile, mais en fait, je rappelle quand même que les contrats de Messi avec le Barça, et là je crois qu'il a fait 8 ou 9 prolongations de contrat, ça n'a jamais été simple. Ça n'a jamais été rapide. Il y a toujours eu des mois et des mois de négociations entre le début et la fin de saison, où Jorge finissait par venir, Jorge le papa et agent de Messi, qui finissait par venir à Barcelone pour régler les derniers détails. Déjà il y a cet aspect-là, en tout cas pour l'instant avec le PSG, voilà. On va prendre les choses dans l'ordre. Alors aujourd'hui, 1er mai, on va préciser, et c'est important parce que ce que je dis aujourd'hui peut demain ou dans une semaine peut être tout à fait vrai. Mais au 1er mai, pour l'instant, Messi n'a une seule proposition de contrat sur la table, une seule offre concrète, qui est celle du Paris Saint-Germain. Lui, son idée, a priori, après le déménagement qui a été un peu douloureux, tout tumultueux pour lui, ce serait de continuer à Paris.
Parce que c'est vrai aussi, alors là c'est plus mon sentiment qu'une vraie information, mais parce que revenir à Barcelone, c'est compliqué de manière contractuelle, de manière sur le côté financier en fait. Il sait que pour l'instant la porte est fermée. Donc c'est pour ça que pour l'instant le clan Messi et lui se concentrent sur se projettent sur le Paris Saint-Germain, discutent avec le PSG, donc etc. C'est pas sportif, après oui, d'abord le problème c'est plus financier, parce que Barcelone ne peut pas assumer son salaire. C'est bien que tu signales aussi ça, c'est que lui il veut un projet sportif sérieux. Ça a toujours été le cas, c'est ce que me répète son entourage depuis que je le connais, depuis que je le suis. Donc projet sportif sérieux pour lui, c'est les deux, parce que le PSG malgré tout reste quand même un candidat à la Ligue des Champions. Faudra voir qui va être recruté à l'intersaison. Voilà, lui il attend de voir peut-être qui va être le nouvel entraîneur. Voilà, il veut savoir quel est le projet. Donc c'est pour ça qu'il ne s'engage pas pour l'instant avec le PSG. Et peut-être, et encore une fois là c'est de l'interprétation, peut-être qu'il attend de voir ce que peut lui proposer le Barça, d'avoir finalement 2 offres sur la table, 2 possibilités de choisir. Et là, voilà, sur le projet sportif, le Barça est en train de reconstruire une équipe avec des jeunes, on va pas tous les citer, mais Pedri, Gavi, il y a Lewandowski qui est arrivé quand même aussi l'année dernière, qui est un des plus grands neufs d'Europe. Donc il y a une belle équipe, il y a aussi, on voit comment Araujo, Koundé sont en train d'évoluer, qui reste un très bon gardien, il y a une belle équipe. Ça, il le sait. Mais en tout cas, du côté de son clan, moi ce qu'on me dit, c'est que pour l'instant, on ne projette rien sur Barcelone, on est concentré sur Paris. Parce qu'en réalité, je pense qu'ils attendent de voir s'il y a une faisabilité financière. Si le Barça, si Tebas et la Liga laissent la latitude pour recruter Messi, parce que il faut baisser la masse salariale, on le sait. La masse salariale aujourd'hui est trop élevée par rapport à ce que va demander la Liga à partir de la saison prochaine. Donc ça veut dire que des cadres, est-ce que Busquets va rester, est-ce qu'il va partir, est-ce que Jordi Alba aussi va être là, ou est-ce qu'ils vont baisser leur salaire? Là, ce que j'en conclus, c'est qu'en gros, tant que le Barça ne bouge pas, la priorité de Messi, c'est le PSG. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je pense que c'est du pragmatisme. Moi, ce que je dis là, c'est que c'est un mélange entre l'information que j'ai du clan Messi et l'interprétation. Mais évidemment, le clan Messi va pas me dire on attend que le Barça puisse le faire. Jamais de la vie. Parce qu'ils veulent pas se griller aussi avec le PSG. Mais ça, c'est logique. Je pense que voilà, parce que voilà, des fois on critique pour être le porte-parole de Messi. Je suis pas totalement l'idiot non plus. Je sais bien que le clan ne peut pas tout te dire non plus. Ils ne mentent pas, ils m'ont jamais menti, mais ils peuvent occulter des informations. Ça, j'en suis conscient. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, aujourd'hui, ils attendent de voir ce qui se passe avec le PSG, mais peut-être qu'ils attendent que la porte s'ouvre avec le Barça. C'est ce qu'on peut interpréter. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais comment ça va pas être sa priorité de retourner au Barça, etc. Ça l'est peut-être, mais il peut pas dévoiler son jeu entre guillemets. En plus, en pleine saison. En pleine saison, il est encore quand même avec le PSG. C'est pas facile en plus avec les supporters. Plus il s'approche du Barça, plus le PSG pourrait voir ça comme une trahison aussi. Là, je parle des supporters, mais surtout les dirigeants du PSG. Bien sûr. Et les dirigeants, les hauts dirigeants, tout ça, en tout cas Nasser Al-Khelaifi, le président, tout ça, veulent continuer à s'appuyer sur lui, même si voilà, c'est pas toujours satisfaisant. On a vu encore le match de Lorient où on l'a pas beaucoup vu. C'est ce que certains lui reprochent. Il y a d'autres matchs où il est décisif, il est souvent à la dernière passe ou au but. Mais il y a des gens qui sont pas satisfaits. Donc j'ai vu que ça crée beaucoup de polémiques des fois sur Twitter, de dire il veut continuer à Paris alors que les gens au Barça veulent qu'il revienne. Mais voilà, des fois, parfois il se passe pas toujours ce qu'on veut. On se souvient qu'en 2021, il arrivait à Paris, lui n'avait pas du tout prévu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je disais dans un de mes tweets, ni Messi, ni le PSG, ni Barcelone, ni personne ne sait ce que va faire Messi l'année prochaine. Mais ce que fera Messi, en vrai, ça dépend beaucoup maintenant du FC Barcelone, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça dépend beaucoup du FC Barcelone. Alors, est-ce que la Liga acceptera des formules financières un peu spécifiques juste pour lui? On a vu que Tebas était intransigeant. Moi, j'étais surpris quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2021, que pour des raisons de masse salariale, Messi n'a pas pu rester au Barça. Je pensais que Tebas allait faire une exception parce qu'il avait déjà perdu Cristiano quelques temps auparavant, Iniesta, Neymar. Voilà, la Liga s'est appauvrie et on a vu qu'il était intransigeant. Donc il fera pas de cadeau au Barça. En plus, voilà, on sait que il est plutôt pas fan du Barça, pas toujours très copain avec Laporta et la direction.
Donc si Messi revient, ce sera dans les règles qui seront imposées par Tebas et la Liga. Tu te rappelles un petit peu de comment c'était l'ambiance en août 2021 quand Léo est parti au Barça, dans les bureaux? Est-ce que la presse, le regard de la presse vis-à-vis de Laporta? Ouais. Lui, il aurait voulu ne pas être le président qui a fait partir Messi, qui a laissé partir Messi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que il essaye aussi de le faire revenir, parce qu'il voudrait être le président qui a fait revenir Messi. C'est une manière aussi pour lui de redorer son image. Son image, elle était vraiment écornée auprès de la presse, par exemple? Oui, mais bon, c'est un malin, c'est un fin politique. Très bel orateur aussi. Donc il a réussi à retourner un peu l'opinion. Et voilà, et après, aujourd'hui, les résultats lui donnent plutôt raison, même si en Coupe d'Europe, c'est pas terrible. Mais voilà, ils vont sans doute décrocher le titre en Liga. On est parti sur un nouveau cycle avec des jeunes. Ouais, ça va mieux maintenant aujourd'hui. Mais à l'époque, vous, peut-être, est-ce que votre regard il a un petit peu changé par rapport à ce que lui dégageait et vous disiez le regard, ouais, il a pris un peu cher à l'époque dans les médias, dans l'opinion publique, etc. Parce qu'il y avait un côté un peu genre de traître, puisqu'il avait, il avait promis que quand il est arrivé à la présidence, qu'il ferait tout pour que Messi reste au Barça, et finalement c'est le président qui l'a laissé partir. Donc les gens lui sont tombés dessus à l'époque. Ouais. Dur. Et du coup, comment il est Messi? Parce que là, j'ai ton livre un petit peu dans les mains. Il y a 1 an de ça qu'il était sorti, on s'était vu, tu me l'avais dédicacé, etc. Je l'avais lu, c'est un très bon livre d'ailleurs, avec pas mal de témoignages, des gens qui ont côtoyé Messi, ses entraîneurs, ses coéquipiers aussi, pas mal de témoignages, des articles de Messi aussi lui-même. Je ne sais pas si c'était toi qui les avais... Des interviews, ouais. Il y a quasiment toutes les interviews qu'il a données à France Football pour ses ballons d'or. On en a gardé sur les... Donc il y a les 7 ballons d'or plus celles que j'avais fait quand il arrivait à Paris. Il y en a 8 et on en a gardé 6. Parce que les 4 premières années, ça pouvait se répéter un peu, donc on en a enlevé 2. Donc celle de 2009 à 2012, on en a gardé 2 et après on a gardé toutes les suivantes. C'est cool parce qu'en plus, il y a pas mal d'articles où il parle... Bon, la presse média a beaucoup changé depuis des années, forcément. La presse écrite et papier a beaucoup changé. Mais je le conseille ce livre parce qu'en fait, c'est rare de voir Messi qui parle autant de tactique en fait. Genre, ça m'a limite un petit peu choqué parce que moi je les avais jamais lus ces articles-là. Peut-être qu'à l'époque j'étais pas en France aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais voir Messi qui parle de sa complicité sur le terrain avec Neymar, pourquoi avec Suarez il se trouve plus facilement, etc. Ça m'avait un peu surpris et je pense que personne n'a relayé ces articles-là. C'est un peu dommage. Et du coup, c'est intéressant à ce niveau-là. Et donc je te demande comment il est Messi dans la vie. Quand tu le vois en face de toi, quand tu lui remets un ballon d'or, est-ce qu'il est comme on le voit à la télé? Tu m'avais parlé aussi du fait que quand tu lui as remis le ballon d'or, non, je crois que c'était en 2021 quand tu étais parti chez lui pour faire son article, tu m'avais dit que c'était un joueur qui sentait que dans les moments importants comme en septembre, octobre, il fallait être présent pour marquer des points pour le ballon d'or. Ouais, c'est quelque chose. Je pense que c'est inné chez lui de toute façon. C'était peut-être pas forcément dans l'objectif du Ballon d'Or, mais il sait que une saison, tu vois, en Ligue des Champions, il suffit que tu passes à travers d'un ou 2 matchs, tu peux te mettre en difficulté dans phase de groupe, et après, tu vois pas le printemps. Et non, c'est quelqu'un qui commençait pied au plancher parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le football moderne aujourd'hui. Là, je sais pas, je pense à Nice en Coupe d'Europe. Si tu relâches un peu, même si tu es dans une bonne dynamique et tu relâches un peu, ça pardonne pas le foot moderne. C'est ça. Et lui, il est dans cet objectif de toujours être au top, toujours viser le top pour être dans cette dynamique, possible, dans cette toujours lancé dans sa saison pour quand arrivent les grands moments être prêt, quoi. Parce qu'on peut pas choisir ces moments. C'est pour ça qu'on l'a vu là au début de saison, avant la Coupe du Monde, il était vraiment déterminé pour surfer sur sa confiance. Exactement. Et c'est bien, ouais. Mais ce côté compétiteur chez lui, tu vois, on a du mal à le percevoir à la télévision. On croit que c'est un mec qui est juste passionné. Tu vois, qu'il est juste passionné, qui veut jouer, etc. Il y a 2 anecdotes dont je me souviens. La dernière interview que j'ai faite, c'était pas mal sur, entre guillemets, un peu d'introspection avec lui. D'essayer de comprendre sa personnalité, parce que c'était les 7 traits de personnalité de Messi. Et il y avait un peu ce côté mauvais joueur que je trouvais marrant. J'en avais parlé un peu avec Jorge quand je l'avais rencontré il y a quelques années, et il me disait que, voilà, j'en parle dans le premier chapitre, que même au jeu de cartes, qu'il s'énervait quand il perdait aux cartes quand il était petit, et il piquait des crises, il jetait les cartes, il s'en allait. Et quand il jouait avec ses 2 grands frères, parce qu'il a 2 grands frères et une petite sœur, dans la rue, il se prenait des coups, etc. Mais donc des fois, je crois qu'il jouait avec son père, quand ses 2 grands frères, etc.
il voulait pas partir tant qu'il menait pas au score, donc les parties elles pouvaient durer des heures et des heures. Donc ça c'était un truc qui m'avait pas mal marqué, voilà, ça montre que c'est quelque chose qui est ancré en lui depuis toujours. Et l'autre truc, et il en avait jamais parlé, tu te souviens qu'en 2006 c'est un peu une des saisons où il explose en Ligue des Champions. Bien sûr. Voilà, il y a le match avec Delorno là. Chelsea, où Delorno se fait expulser, où il lui met la misère, et voilà, et Mourinho qui pique une crise et tout ça. C'est un peu sa carte de présentation au monde du foot. Ouais, c'est ça, ouais. Et il arrive en finale et il est un peu juste, etc. La finale se déroule d'une certaine manière et il rentre pas en jeu. C'est ça. Il était même pas à Paris, je crois. Et si, il était à Paris, justement. Il était à Paris ? Okay. Il était à Paris, mais je sais plus très bien. Alors, j'ai un petit doute, je sais plus s'il était dans le groupe ou pas. Mais en tout cas, il joue pas la finale. Et donc à la fin, il y a la remise du trophée, des médailles et tout ça. Il a pas été chercher sa médaille. Il est rentré au vestiaire directement. Ouais, donc on lui a ramené ensuite. Il était vénère, il était dégoûté. Et donc, si tu regardes les images de l'époque, que ce soit télé, vidéo ou photo, on le voit pas. D'accord. Parce qu'il était dégoûté de ne pas avoir participé. Il sentait pas qu'il avait participé à cette édition, même s'il avait participé au tour d'avant, mais il se sentait pas vainqueur. Et je lui en ai parlé. Il me dit je regrette aujourd'hui parce que ça se trouve j'aurais pu jamais rejouer le finale Ligue des Champions. Enfin, jamais en gagner d'autres. Ouais. Et même si j'avais pas joué la finale, j'avais participé à la campagne. Et en fait, j'ai pas été toucher la coupe, prendre ma médaille et tout. Et dit je regrette aussi vis-à-vis de mes coéquipiers parce que moi j'avais fait des matchs, il y avait d'autres coéquipiers qui avaient moins joué que moi, etc. Et il me dit aujourd'hui, je me dis que c'est un manque de respect vis-à-vis du club, des supporters, de mes coéquipiers, tout ça. Et quand je lui posais la question, c'était un peu comme un gamin qui avait fait une bêtise. Et alors qu'il a 35 ans. Ça, je le savais pas, tu vois. C'est rigolo. D'accord. Parce qu'en fait, il était là et c'est vrai que moi, je pensais qu'il était pas là, tu vois, parce qu'on a aucune image, aucune photo, on le voit. Et pourtant, après, est-ce qu'il était physiquement apte à jouer alors, c'est la question que je me pose maintenant, tu vois, j'ai un doute. Est-ce qu'il était sur la feuille de match parce qu'il fait la Coupe du Monde après. Ouais, il fait la Coupe du Monde après. Il revenait de blessure. Il était. Je crois que c'est Iniesta aussi qui avait été. Iniesta joue la finale. Ouais, mais il était blessé. Mais voilà. Et en tout cas, Léo revient pour la finale et tout, mais je sais pas s'il est sur la feuille de match. Il aurait pu jouer et lui, il avait gardé cette frustration. D'accord. Ok. C'est un côté compétiteur qu'on aimerait plus voir chez Léo parce que c'est un truc qui est vraiment intéressant. Parce qu'on a trop l'image du mec qui est juste passionné, qui veut juste jouer au ballon. Alors qu'en fait, c'est un mec comme tout le monde, genre, tu vois, il pense à gagner une Ligue des Champions encore une fois, il veut gagner un Ballon d'Or. Et d'ailleurs, tu en avais parlé, je crois, en interview, quand tu disais qu'on sentait à quel point il aimait cette récompense-là et que voilà, ça lui faisait, je crois que c'est comme entre 2015 et 2019, il n'en a pas eu du tout. Et que justement... ça lui avait manqué. Ça lui a manqué. Alors que pourtant, lui, les trophées individuels, c'est pas sa priorité, mais il sentait le plaisir quand on est arrivé pour son 6e Ballon d'Or. Chez lui à Castelldefels, à côté de Barcelone, il était comme un gamin avec des étoiles dans les yeux. Et voilà, il nous avait dit que le trophée lui avait manqué quand même. D'accord. Merci Florent. Encore une fois, je recommande ce livre Le Roi Léo qui a été maintenant traduit en combien de langues ? 6 ou 7 maintenant ? Ouais, avec le français, ça fait 6. République tchèque, Slovaquie, Corée du Sud, Italie, Argentine, et voilà, il y en a d'autres qui sont... D'accord, c'est vraiment un super livre parce qu'il y a pas mal d'articles, de photos intéressantes. Il est illustré en plus. Il y a même la photo qui est sur mon décor YouTube, d'accord, de mes vidéos. D'accord. Il y a la une de l'article avec Maradona. Tu es la dernière personne qui l'a interviewé. Il y a la une de Léo, c'est celle-là. D'accord, sur mon décor YouTube. Et donc, comme je disais, c'est un livre qui est vraiment super. Parce que voilà, il est assez différent, il y a pas mal d'articles. On parle de ses débuts. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait... Tu disais tout à l'heure, les premières interviews du Ballon d'Or, on découvre le jeune Messi qu'on a un peu oublié, un peu timide, qui parle beaucoup du collectif, etc. Et petit à petit, dans les dernières interviews, celles que j'ai eu la chance de faire, il se révèle un peu plus, on sent quelqu'un de plus mature, qui est père de famille, qui a gagné beaucoup de choses, mais qui a perdu aussi beaucoup de matchs. Donc, qui a plus de recul sur les choses, qui analyse plus en profondeur, qui s'ouvre un peu plus. Finalement, il a pris l'habitude de cet exercice de l'entretien. Donc, on découvre des choses, on redécouvre le jeune Léo, on découvre le Léo d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de photos que m'a donné sa famille à l'époque. C'est le seul bouquin qui a autant de photos. Voilà, c'était pour ça aussi que j'ai accepté de faire ce bouquin avec France Football et Solar, parce qu'il y avait ce format-là avec beaucoup d'images. Et puis voilà, format un peu MOOC, tu vois, c'est un bouquin, mais c'est assez sympa, on peut lire ça comme un magazine, on peut lire par chapitre, voilà, parce que
c'est à la base des travaux que j'ai fait pour France Football, que j'ai un peu remodelé. On peut aller lire le dernier chapitre si on a envie sur son arrivée au Paris Saint-Germain. On peut revenir à sa jeunesse à Rosario. Il y a un chapitre sur la MSN, comment fonctionnait la MSN, pourquoi ce trio était magique. Ouais. Donc on peut switcher. Il y a un chapitre aussi avec l'éternelle comparaison avec Maradona. Ouais, forcément. Donc ça se lit, ça peut se lire un peu dans tous les sens. Ça se lit ou ça se relit facilement, quoi. C'est plutôt cool. D'accord. Bah, merci Florent. Le Roi Léo, aux éditions Solar, évidemment. Avec du recul, est-ce que tu es content quand même? Est-ce que tu dis pas quand même que c'est quand même plus beau d'avoir gagné la Coupe du Monde en 2022 après toutes les souffrances qu'on a vécues, ou 2014 tu aurais aimé la prendre quand même? 2014 j'aurais bien aimé parce que j'étais au stade, mais c'est vrai que l'histoire elle est belle comme ça, avec ses échecs, le fait de se relever. On est un peu dans le truc du mythe, un peu les mythes grecs, tu vois, où on se dit, ou le roman, quoi, ou la belle histoire où il y a le happy end à la fin, où on se dit que ça peut aussi arriver dans la vraie vie et que. Mais c'est un débat, hein, parce que c'est quoi le plus beau? Une carrière qui est toute parfaite, toute immaculée comme Pelé, 3 Coupes du Monde, 1000 buts, ou alors une carrière qui est avec des hauts et des bas, mais à la fin qui se finit comme en apothéose. Il y avait ce débat, j'ai entendu plusieurs personnes, notamment Ginobili, l'ancien basketteur, qui disait mais en fait tout le monde se souvient de Jordan, qui a gagné avec les Chicago Bulls, etc. Mais il a gagné quoi, 6, mais il a fait 15 saisons en NBA, comme ça. Et donc il en a perdu 9. Ouais, mais du coup, avant ça, quand il a commencé à gagner, après il n'a plus perdu du tout. Oui. Donc du coup, on voit qu'une carrière qui est presque parfaite. Bien sûr. Mais voilà, il n'y a aucun sportif. Je crois que sous la phrase de Ginobili, c'est il n'y a aucun sportif qui a gagné plus qu'il a perdu. Ouais. Ça n'existe presque pas. C'est vrai. Parce que c'est normal que dans ton début de carrière ou à la fin de carrière, tu forcément. Mais tu vois, un mec comme Cristiano, par exemple, qui a une carrière qui est un peu moins belle que Messi, elle a beaucoup moins de tâches que celle de Messi, tu vois. Mais après en Liga, tu vois, il avait presque jamais gagné la Liga. Donc ça, c'est un débat, tu vois. Quoi, une Liga? 2 Ligas. 2 Ligas. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de tâches. Il y a moins de belles choses. Bon, il gagne l'Euro, mais il gagne pas de Coupe du Monde. Voilà. C'est discutable. C'est ça, c'est un débat. Ouais. En tout cas, merci. À très vite. Charel. On se revoit à Barcelone. Ouais. Là, on est chez moi. Là, on est chez ma mère. Putain, chez ma mère plutôt. À Ivry-sur-Seine. J'ai ramené Florent Torchu chez ma mère ici. En tout cas, merci. Spécial. C'est ça. Donc, au plaisir et puis à la prochaine fois. Du coup. Merci, Charel. Ciao. Ciao.